Salut et bienvenue dans le Mycélium. Je m'appelle Claire et sur ce podcast, je te partage mes lectures et mes apprentissages pour nourrir nos réflexions, décristalliser nos idées reçues, se mettre à la page sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. À chaque fois, je te propose de suivre un nouveau filament du Mycélium pour voir où il nous mène. C'est parti pour l'épisode du jour. Un jour, j'ai lu un livre et toute ma vie en a été changée. Cette citation tirée de La vie nouvelle d'Orhan Pamuk m'a donné envie de te proposer l'épisode du jour. L'autre jour, face à la question « Quel est le livre absolument incontournable que tout le monde devrait lire ?», la seule réponse qui m'est venue était « je sais pas, ça dépend du contexte ». Une bonne réponse de traductrice, ça c'est sûr. Pour « Quel est LE livre qui t'a le plus marqué ? Quel est ton livre préféré ?», mes réponses seraient tout aussi évasives. Ça dépendra un peu de l'humeur, du jour, etc. Des livres merveilleux, je pourrais t'en citer plein, mais en choisir un, non. Ce qui est très caractéristique de mon rapport à la lecture. Je n'ai pas souvenir d'un livre en particulier qui m'aurait donné le déclic de la lecture dans ma jeunesse, par exemple. Par contre, je me souviens très bien de mon premier Stephen King parce que j'étais vraiment beaucoup trop jeune pour lire ça. Bref. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré lire. C'était à un point que j'étais tellement impatiente d'arriver en CP que j'ai appris à lire toute seule dans mon coin. Est-ce que je t'ai déjà parlé de ma patience légendaire ? Plus qu'un livre, c'est donc la lecture qui m'a toujours accompagnée, c'est l'action de lire qui compte pour moi. Mais quand j'ai fait mon burn-out, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, j'ai eu une grosse panne de lecture. Un peu plus d'1 an sans mes repères livresques et j'étais complètement paumée. Pour me remettre à flot, je me suis donc aussi appuyée sur les livres, dont quelques-uns ont changé ma vie. Il y a des livres qu'on adore parce qu'ils sont super bien écrits, qu'ils nous prennent aux tripes et nous font pleurer toutes les larmes de notre corps, qu'on garde toujours un peu en soi. Il y a ceux qui nous touchent de près parce qu'on se projette un peu trop dans le héros ou l'héroïne, des livres qu'on associe à un moment heureux. Ce n'est pas de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, mais gardons cette idée au chaud pour une prochaine fois parce que c'est super intéressant aussi. Non, aujourd'hui je veux parler de ces livres qui, sans forcément être meilleurs qu'un autre, t'ouvrent les yeux d'un coup, qui te font dire oh, « j'avais jamais lu un truc pareil » ou « je pensais même pas qu'on pouvait faire ça comme ça en fait ». Soit parce qu'ils sortent des sentiers battus, soit parce qu'ils te cueillent au bon endroit au bon moment et qu'ils font avancer ta crise existentielle à pas de géant. C'est donc un classement giga subjectif et je serais ravie de connaître le livre qui t'a fait sentir ça récemment. Sauf si, comme moi, ça dépend un peu des jours. Il ne s'agit absolument pas d'un top, entre guillemets, du meilleur ou du pire ou quoi que ce soit. Les livres sont à peu près classés dans l'ordre dans lequel je les ai lus, c'est tout. Et donc, place aux livres. Fidèle à moi-même, j'ai donc envie de commencer par un film. Bon, un film tiré d'un livre. Techniquement 2 livres, mais j'en ai lu qu'un. Et parfois, le film est meilleur que le livre, voilà, c'est dit. Il s'agit de Julie et Julia, avec les fabuleuses Amy Adams et Meryl Streep dans les rôles titres. Le film se déroule sur 2 lignes temporelles et est basé sur 2 histoires vraies. Dans les années 1950, Julia Child, la Maïté états-unienne pour faire simple, découvre la cuisine à Paris. Elle prend des cours, puis écrit un livre qui fait date, où elle adapte les recettes de la gastronomie française pour les cuisinières états-uniennes sans domesticité. Et dans les États-Unis, post-11 septembre, Julie Powell étouffe entre son job difficile, des amis qui ont toutes l'air de mieux s'en sortir et un déménagement calamiteux. Et elle décide de se donner un projet. Ouvrir un blog et pendant 1 an, faire toutes les recettes du livre de Julia Child. J'ai vu ce film quand j'étais en master sur les conseils d'une amie. Moi aussi, entre la fac, mon boulot de prof à mi-temps et un colloque très compliqué, j'étais en train d'exploser. Moi aussi, j'aimais bien cuisiner, même si je faisais rien de particulier pour développer mes compétences. Et moi aussi, j'avais envie d'écrire. N'importe quoi, tant que ça n'avait rien à voir avec mon quotidien. Et donc, une amie m'a vivement conseillé ce film, qui forcément m'a énormément parlé et inspiré. Ça m'a poussé à moi aussi créer mon blog, même s'il n'avait rien de professionnel, et donc à tester, expérimenter, progresser en cuisine. Ça m'a aussi changé la vie parce que ça m'a permis de rencontrer plein de gens, d'aller dans des endroits où je serais jamais allée sinon. Et même si le blog n'a pas vraiment survécu à mon burn-out, on mange toujours bien à la maison.
Le deuxième livre, c'est Vagina Obscura, An Anatomical Voyage de Rachel Gross, que j'ai déjà pu citer plusieurs fois ici. Bon, je crois pas qu'il soit traduit en français, mais je suis carrément volontaire pour le faire, sait-on jamais. Ce livre propose un voyage scientifique au cœur de notre anatomie, chaque chapitre étant dédié à un organe et à l'anatomie des femmes cis, intersexes et trans. On passe aussi en revue l'histoire de la médecine, qui est un tout petit peu sexiste, juste un peu. Quand on n'y connaît pas grand-chose, c'est une très belle entrée en matière, facile à lire, même sans bagage scientifique. Toujours passionnant et un poil sarcastique, donc forcément j'adore. Pourquoi il a changé ma vie ? C'est parce que c'est avec ce livre que j'ai chopé la fièvre des essais. Jusqu'ici, j'en avais lu quelques-uns par-ci, par-là, avec souvent un effet bof, et non pas un effet bœuf. Ce qui ne m'aidait pas à me défaire de cette vision comme quoi les essais, quand même, c'est chiant. Et j'avais du mal à comprendre un certain discours comme quoi il ne faudrait pas lire que des romans. Jusqu'à ce que je lise Vagina Obscura. Au-delà du contenu qui est passionnant, on apprend plein de choses, c'est très bien vulgarisé, etc. Ce livre a changé ma vie parce qu'il m'a ouvert la porte des essais de manière générale, a cassé mes préjugés sur le genre et m'a poussé à en lire beaucoup d'autres sur plein de sujets différents. Et finalement, c'est un peu ce qui m'a amené à te parler aujourd'hui dans le mycélium. Il m'a aussi permis de me rendre compte que, comme souvent d'ailleurs, cette opposition stricte entre essai et fiction est quand même bien dommage, parce que la lecture des uns peut enrichir les autres, et écrire des essais n'empêche pas d'avoir du style. Ce livre était aussi le premier que j'ai lu avec le Sassy Tribe Book Club, un super club de lecture en anglais sur la santé féminine et le féminisme. Et si tu veux nous rejoindre, fais-moi signe, je te donnerai les infos. Le livre suivant, c'est « Au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité » de David Graeber et David Wengrow. Bon, ok, je l'ai déjà cité dans mes chouchous de 2023, c'était l'épisode 2. Comme le prochain livre sur la liste d'ailleurs, que voulez-vous, 2023 fut une merveilleuse année livresque pour moi. Mais c'est pas grave, on va essayer d'en reparler autrement. Et puis, c'est bon signe quand les coups de cœur s'ancrent dans la durée. En vrai, je suis toujours un peu triste quand je retombe sur des listes de coups de cœur d'années passées et que je me souviens à peine de les avoir lus. Bref, c'est clairement pas le cas ici. Nous sommes ici avec un essai d'anthropologie, ce qui était absolument une première pour moi, et forcément une lecture un peu dense, vu que je découvrais une nouvelle discipline. Pas grave, j'ai pris mon temps. Pour résumer brièvement, le livre remet en question la façon traditionnelle de raconter l'histoire de l'humanité. Par exemple, en ne racontant que l'histoire des hommes, mais aussi que les histoires qui confirment que de toute façon, on est voué à trimer sous le joug d'une élite infâme, c'est comme ça, tout ça. Ou encore en prétendant que la flèche du progrès, clan, agriculture, ville, c'est inéluctable. Ça c'est de la vulgarisation et du résumé. Au-delà de l'anthropologie, ce livre m'a aidé à me réconcilier avec l'histoire en général, qui a toujours été une de mes matières préférées, jusqu'à ce que je me perde dans les méandres du grand roman national. Et on y reviendra, je suis en train de plancher sur un épisode sur le sujet. J'adore cet essai parce qu'il m'a confortée dans ma démarche, remettre en question ce qu'on nous rabâche depuis l'école primaire, chercher à comprendre comment on en est arrivé là où on en est. Mais il permet aussi de voir à quel point l'histoire de l'humanité est diverse, même si avec la mondialisation, ça se gâte. À quel point les modèles disponibles sont différents, qu'on a toujours le choix, et même plusieurs choix en fait, sauf si on cultive le manque d'imagination, comme c'est le cas actuellement. Il est à la fois une bouffée d'espoir, un autre monde est carrément possible, et désespérant. Mais pourquoi autant de gens se cramponnent à leur chaîne du coup ? Et il incite à réfléchir à notre modèle actuel. Qu'est-ce que la liberté, vraiment ? Vit-on vraiment en démocratie ? Le livre suivant, c'est « Les grandes oubliées, comment l'histoire a effacé les femmes » de Titiou Lecoq. Oui, on en a déjà parlé aussi. C'est encore un livre à propos duquel j'ai rebattu les oreilles d'à peu près tout le monde pendant un bon moment. Un essai qui parle d'histoire et de féminisme, franchement, que demande le peuple ? Parce qu'il n'y a pas que les grandes inventrices, autrices et autres femmes d'État qui ont été effacées, cet essai, qui se lit comme un roman, retrace l'histoire des femmes anonymes de la préhistoire à nos jours. Du coup, ce serait un peu galère à résumer rapidement. Et donc, pourquoi il a changé ma vie ? Pas seulement parce qu'il a fait faire un bon +10 à ma PAL, abréviation de pile à lire, que je vais bientôt rebaptiser en BAL, bibliothèque à lire, par souci d'honnêteté.
J'ai aussi aimé l'aspect vulgarisation, synthétisation d'essais et d'études plus poussées. Quand on n'a pas le temps de lire 10 essais par semaine, sniff, ça permet aussi d'avoir une belle vue d'ensemble du sujet quand même. C'est l'occasion d'apprendre plein de trucs, mais aussi et surtout de penser l'absence. Tout ce qu'on n'a jamais appris, que ce soit à l'école ou dans les documentaires entre guillemets historiques de Stéphane Bern et ses copains. Tout ce à quoi on n'a jamais réfléchi parce que ça ne concerne pas directement les hommes et les rois. Et aussi et surtout, il m'a ouvert des tonnes de portes, de pistes à explorer. Mon mycélium de cerveau est carrément parti dans tous les sens avec ce bouquin. Le livre suivant, c'est Les Doigts coupés, un roman d'Hannelore Kehr. Je précise bien que je parle du roman parce que le titre est emprunté à un essai du même nom, que je n'ai pas encore lu, mais ça risque de venir, tu me connais. Ce roman nous raconte en parallèle l'histoire d'une tribu fictive Homo sapiens du Paléolithique et sa découverte et son analyse de nos jours par une paléontologue. Tribu au sein de laquelle les hommes chassent, interdisent la chasse aux femmes et coupent les doigts des femmes qui désobéissent, parce qu'elles risquent de faire advenir le chaos. Niveau accaparement de la technologie par les hommes, ça se pose là. Je dis ça parce qu'on en parlait justement dans les épisodes 3 et 15. Jusqu'à ce que notre héroïne rencontre un autre peuple, des Néandertals, qui voit les choses différemment, et je te laisserai lire la suite. C'est un roman que l'autrice qualifie de roman noir, refusant l'appellation de pamphlet féministe, dans un raisonnement que j'applaudis des deux yeux. Raconter l'histoire en prenant le point de vue des femmes et sans les présenter comme des carpettes ou des boniches insignifiantes ne devrait pas être considéré comme féministe, mais juste normal. Bah ouais. Mais du coup, ça envoie du pâté quand même. Et ce qui m'a retourné le cerveau dans ce bouquin, outre ses qualités littéraires, c'est la démarche de l'autrice qui s'est appuyée sur plein d'essais, dont Les Doigts coupés de Paola Tabet, mais pas que, pour développer son histoire, ce qui le rend extrêmement riche en très peu, trop peu, de pages, à peine 130. J'avais limite l'impression que le roman était entre guillemets une excuse pour aller creuser dans tel ou tel essai. Et je dis ça de façon totalement positive et admirative, parce que j'ai adoré cette démarche justement. D'ailleurs, l'autrice a fait pareil dans Richesse oblige, qui explore les inégalités sociales en France au XIXe siècle sur fond de guerre avec la Prusse. Il est aussi très chouette, même si Les Doigts coupés reste mon chouchou. J'ai trouvé le résultat vraiment différent d'une recherche documentaire classique pour créer une fiction historique. Je pense par exemple à Ken Follett, que j'aime beaucoup par ailleurs. J'ai trouvé qu'on allait vraiment un cran au-dessus, j'avais jamais lu ça avant et j'ai adoré. Et un dernier coup de cœur, un dernier « waouh, j'avais jamais lu ça avant », un dernier « mais c'est beaucoup trop court » pour la route. Il s'agit d'un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. On est sur un roman de SF, mais à tendance cozy SF. Un genre qui était totalement nouveau pour moi. Autant te dire qu'on est loin des futurs tout gris dans l'espace à la The Expanse. Même si la série est bien, hein. C'est l'avenir qui est dépeint dans la série qui m'enchante beaucoup moins. On suit Dex, moine de thé non-binaire, qui sort des sentiers battus et tombe sur un robot. Or, cela faisait des siècles après une grande catastrophe qu'humains et robots vivaient chacun de leur côté. J'ai adoré le style, j'ai adoré le côté petit nid douillet. J'étais impressionnée à quel point l'autrice parvient à montrer tout son univers en très peu de pages finalement. Tout est vraiment bien réfléchi dans les moindres détails et recoins du livre, de l'importance des rituels à la place de la nature en passant par le travail, etc. Mais surtout, je n'avais jamais lu un futur politisé qui fait autant envie, aussi optimiste et varié, mais aussi très philosophique. On est bien loin de l'avenir uniformisé et ultra-mondialisé qu'on nous dépeint souvent. De temps en temps, je me dis que j'aimerais bien écrire de la fiction. Et quand je passe les genres en revue, j'ai du mal à identifier quel style de livre j'aimerais écrire. Quand j'ai refermé le psaume pour les recyclés sauvages, je me suis dit, voilà, c'est un truc comme ça. Voilà, de quoi lire pour cet été, si jamais ça te manquait. Si tu veux d'autres conseils lecture, je te recommande l'épisode 2 sur mes coups de cœur de l'année dernière et l'épisode 6 qui était dédié au Black History Month. Et sinon, avec le book club inclusif que je co-anime, cet été on lit Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Et je mise beaucoup sur ce bouquin pour le top des chouchous de l'année, alors on va voir ce que ça donne. Et si tu veux nous rejoindre pour le lire avec nous, c'est toujours pareil, tu peux me toper sur Instagram ou par email. Et sinon, je te souhaite un été livresque et ensoleillé.
Voilà pour l'épisode du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Ce podcast est réalisé bénévolement, donc tu peux le soutenir en faisant un don sur Tipeee si tu peux te le permettre. Ça m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres et des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en l'envoyant dans les étoiles, 5 de préférence, et en le faisant voyager autour de toi. Merci beaucoup!